Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce soir, les titres de ce journal. Voici 6 ans qu'elle disparaissait à la suite d'un violent accident de la circulation à l'occasion de la commémoration de son décès en cette date d'anniversaire. Personne, ni même sa chapelle politique, encore moins ses enfants et filles, ne sont venus rendre un vibrant hommage à cette dame de fer, véritable mastodonte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Seuls quelques enfants du Katibi pendant tenu à commémorer celle-là même qui a été présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise. La gestion locale du foncier au Cameroun défie les sons, tel est le thème de la semaine du litige foncier qui se célèbre depuis le 25 janvier dernier à Yaoundé, organisé par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en partenariat avec le projet LATCAM. Cette célébration permettra aux différents ateliers qui constitueront les cadres des échanges de dresser un bilan des lieux du potentiel réel des opportunités de la gestion foncière au Cameroun. Après 11 jours placé en résidence surveillée, l'opposant Bobi Wine, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle en Ouganda, est libre. La haute cour de justice du pays en a donné l'ordre alors que l'opposant était interdit de sortir de son domicile depuis le 14 janvier dernier en République centrafricaine. Le gouvernement a annoncé hier avoir neutralisé 44 combattants rebelles. L'annonce a été faite sur le compte Facebook du gouvernement qui s'est également félicité de cette action. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a signé un décret hier lundi 25 janvier portant nomination des secrétaires généraux des conseils régionaux. Quelles sont leurs missions? Tentative de réponse dans cet élément de Liliane Foggen. Tous premiers secrétaires généraux des conseils régionaux sont connus. Ils ont été nommés le 25 janvier dernier par décret présidentiel. Ce décret intervient ainsi 2 jours après l'installation des présidents et membres du bureau des conseils régionaux. Il s'agit de Mohamed Sani, secrétaire général dans la région de l'extrême nord, de Nokengweze Anthony dans la région du littoral, de Aliou Mal Ibrahim dans la région de l'Adamawa. Au centre, le privilège revient à Mikanda Alain Patrice. À l'est, c'est Mongoy Mokosanga Michael. Dans la région du nord, il s'agit de Bombo Ngunoko. Au nord-ouest, le dévolu est jeté sur Peter Nguyo Yerima. À l'ouest, Etanke Sylvie Essomo est l'heureuse élue. Dans le sud, c'est Beauté Bébeya Henri Joël qui prend le poste et enfin au sud-ouest, le chef de l'État a choisi Gilbert Acha Kweweti. Selon la loi fondamentale camerounaise, le secrétaire général de région est le principal collaborateur du président du conseil régional. Le juriste Jean-Claude Tiwa, dans une intervention à la radio nationale camerounaise, est revenu sur la mission. Selon lui, elles sont encadrées par le Code général des collectivités territoriales décentralisées et par l'article 323 du Code pénal. Le secrétaire général anime les services de l'administration régionale. Il assure l'instruction des dossiers et des affaires qui lui sont soumises par le président du conseil. Il exécute aussi les décisions prises par le président du conseil, de même qu'il peut recevoir de celui-ci des délégations et signatures nécessaires. Cependant, la nomination de ces secrétaires généraux des régions rentre dans le sillage de la mise en place du deuxième type de collectivité territoriale depuis les élections du 6 décembre 2020 et promulguée le 24 décembre 2019 par le président de la République. Le conseil régional est une première au Cameroun. Ceci 25 ans après l'entrée en vigueur de la concession du Cameroun. L'approfondissement de la décentralisation fait en effet partie des recommandations du Grand Dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à l'initiative du chef de l'État en vue de trouver des solutions à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il convient de rappeler que chacune des 10 régions du Cameroun compte 90 conseillers, dont 70 représentants de département et 20 représentants du commandement traditionnel. Les nouveaux secrétaires généraux prendront fonction dans les jours à venir.
23 janvier 2015, 23 janvier 2021, cela fait exactement 6 ans, jour pour jour, que l'ex-maire de la commune d'arrondissement de Douala, 5e, Françoise Foning, est passée de vie à trait par la suite d'un accident de la circulation. En mémoire de cette date d'anniversaire, personne, ni même sa chapelle politique, encore moins ses fils et filles, ne sont venus rendre un vibrant hommage à cette dame de fer, véritable mastodonte du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Seuls quelques enfants du quartier Bepanda ont tenu à commémorer celle-là qui a été la présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise, Carole Noubois. Ils sont venus de plusieurs coins de l'arrondissement de Douala 5e pour rendre un vibrant hommage à l'honorable Françoise Foning. Accompagnés de quelques autorités de la ville, ces enfants se sont réunis autour de la stèle qui a été érigée à son honneur. Au-delà de la gerbe de fleurs posée à sa mémoire, des prières ont été également dites pour le repos de son âme. Une cérémonie assez sobre, organisée par son fils Salomon Tchomni, conseiller municipal à la mairie de Douala 5e, qui n'a malheureusement pas connu la présence de ceux qui d'une manière ou d'une autre ont bénéficié des faveurs de cette dame de fer qui a marqué à sa façon l'histoire du Cameroun et en particulier celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment cette militante convaincue, capable de soulever les montagnes et fidèle à son chef le président Paul Biya, à qui elle vouait un attachement indéfectible, a pu être abandonnée et oubliée par ses frères d'armes. Comment comprendre que celle-là, qui avait une capacité de mobilisation hors du commun, n'ait pas su rassembler ses camarades du parti du flambeau ardent, encore moins ses enfants utérins le 23 janvier dernier, autour d'elle pour prier Dieu afin que son âme repose en paix auprès de l'Éternel. Doit-on comprendre que la mort de l'ex-maire de Douala 5e a effacé de la mémoire de tous les bons et loyaux services dont elle faisait preuve au quotidien vis-à-vis de ses proches et même des inconnus. Au vu des circonstances, doit-on conclure que le passage de l'honorable Françoise Foning sur cette terre aura été vain? Présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise, membre titulaire de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, présidente du réseau africain pour le soutien de l'entrepreneuriat féminin, secrétaire permanente pour l'Afrique centrale de l'AGOA, présidente fondatrice des femmes d'affaires du Cameroun, maire de la commune de Douala 5e, députée à l'Assemblée nationale pendant 4 mandats, membre actif des synergies africaines de lutte contre le VIH-Sida et les souffrances, premier prix du manager africain de l'année 2006, vice-présidente du CERAC, des états de service qui ont fait de cette femme une référence de par le monde. De nombreuses femmes d'affaires au Cameroun et même en Afrique lui doivent leur prestige. À quoi aura servi tous ces sacrifices? À quoi auront servi tous ces titres honorifiques si une fois rappelés auprès de l'Éternel, tous ceux-là qui l'admiraient et la vénéraient n'ont pas été à même de respecter, voire honorer sa mémoire. Et ceux-là, pour qui elle venait en aide de quelque manière que ce soit ou se sacrifiaient, n'ont même pas été capables de prendre ne serait-ce qu'une minute pour prier pour le doux repos de son âme. En seulement 6 ans, la mémoire de cette femme de poigne, disparue tragiquement dans un accident de la circulation sur la route Yaoundé-Bafoussam, est un enseignement pour tous et cela devrait réveiller les consciences de tous et de chacun. Toi, tu obéis, tu sais que Dieu seul peut guider ta vie. La gestion locale du foncier au Cameroun, défis et leçons, tel est le thème de la semaine du litige foncier qui se célèbre depuis le 25 janvier dernier à Yaoundé, organisée par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en partenariat avec le projet LANCAM. Cette célébration permettra aux différents ateliers qui constitueront les cadres des échanges de dresser un état des lieux du potentiel réel, des opportunités et de la gestion foncière au Cameroun. Carole Noubois, une fois de plus. Selon le 10e rapport de la Commission nationale anticorruption, le ministère des Domaines et des Affaires foncières a été classé 2e parmi les ministères les plus corrompus du Cameroun. La démographie galopante, la pauvreté ambiante ainsi que la crise des valeurs sociétales et familiales poussent beaucoup de personnes à se lancer dans des manœuvres frauduleuses et autres abus fonciers. De la double, voire triple immatriculation en passant par les ventes illicites, les occupations anarchiques de terrain et les expropriations forcées, tous les coups sont permis pour entrer en possession d'un lopin de terre. Et ceci n'est pas sans conséquence sur la cohésion sociale qui se trouve de plus en plus compromise. Les familles, les communautés, les multinationales et même l'administration publique sont pris dans cette spirale de litige à tel point qu'on assiste quasi quotidiennement à des troubles sociaux sur fond de revendications populaires.
Le Cameroun a une législation foncière obsolète, car sa dernière grande réforme foncière avait eu lieu en 1974, des décennies avant cette pression démographique dont elle est victime actuellement. C'est donc face à ces multiples problèmes que le ministère des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières, en partenariat avec le projet Landcam, a lancé la semaine du litige foncier au Cameroun. Les organisateurs se donnent 5 jours pour trouver des solutions pérennes à la gestion des terres au niveau local. Cet événement vise à dresser un état des lieux du potentiel réel d'opportunités et de la gestion foncière, un diagnostic exact des contraintes dans l'optique d'une optimisation de la gestion et de la valorisation des ressources disponibles, des débouchés connexes et annexes des espaces domaniaux et fonciers au Cameroun. Les travaux s'articulent autour des sessions spécialisées en ateliers, des sessions entre administrations publiques compétentes de manière directe ou indirecte, centrées sur les questions foncières, la contribution des communautés autochtones représentées par leurs autorités traditionnelles ou encore des réflexions stratégiques menées à travers les plateformes du secteur de la société civile, des partenaires techniques en vue de la prévention et de la gestion pacifique des différends éventuels. Les conclusions des travaux pourront contribuer à densifier et enrichir la réflexion stratégique autour de la réforme foncière en cours. Il convient par ailleurs de rappeler que la célébration de la semaine du litige foncier de 2020 avait permis de lancer un observatoire du foncier au Cameroun avec la collaboration du National Engagement Strategy et de l'International Land Coalition. L'objectif de l'Observatoire du foncier au Cameroun étant de répertorier toutes les acquisitions foncières à grande échelle pour les investissements dans tous les domaines, que ce soit concessions minières, forestières, foncières, aires protégées, construction de grandes infrastructures. La 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun sera célébrée dans un contexte marqué par la crise sanitaire Covid-19. Le thème choisi pour cette édition est jeunesse, résilience, défis, opportunités en temps de Covid-19. Écoutons ce reportage pour plus de détails. Comme le veut la tradition depuis la première édition en 1966, le Cameroun commémore chaque année la fête de la jeunesse à travers des activités et des manifestations sous-tendues par un thème directeur. Pour cette édition, les activités seront fortement influencées par la pandémie du nouveau coronavirus. Le thème en lui-même en est fort évocateur. Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Il situe d'ailleurs la jeunesse dans ce contexte sanitaire assez inquiétant et invite des citoyens à prendre davantage la mesure de la responsabilité qui est la leur face à cette maladie qui continue malheureusement de faire des victimes dans le monde. Toutes ces formules liées aux mesures barrières contre la Covid-19 seront automatiquement respectées. Dans un communiqué rendu public par le ministre de la Jeunesse, on note avec grand intérêt que le patron de ce département ministériel appelle à nouveau au respect des hautes instructions du chef de l'État qui convie le peuple au respect scrupuleux des mesures barrières sans relâchement. Les organisateurs de ces manifestations seront d'ailleurs tenus de respecter ces règles. Tout ceci arrive en une période où la boussole du sous-développement et du chômage des jeunes est de l'ordre de 70% selon le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. La Covid-19 ne devrait en aucun cas être une entrave, mais plutôt un challenge. La sortie du ministre de l'administration territoriale camerounais face au chef traditionnel de l'Ouest, auteur des mémorandas adressés au chef de l'État, continue de créer des vagues au sein du cœur social. Qu'est-ce qui peut justifier cette sortie? Tentative de réponse dans ce reportage. L'actualité autour de la rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les chefs traditionnels de la région de l'Ouest continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein du corps social. On se souvient qu'au cours de cette rencontre, Paul Atangandi avait souligné avec force et conviction qu'à leur qualité d'auxiliaire de l'administration, les chefs traditionnels doivent accompagner l'État, celui qui les incarne et ses représentants dans des actions de développement. Initié à la suite de plusieurs sorties de certains chefs traditionnels depuis le mois de novembre 2020, où certains d'entre eux avaient parfois tensé la gouvernance au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale n'est pas allé du dos de la cuillère pour s'insurger contre ces sorties qu'il a par ailleurs jugées inopportunes. Fort surtout de ce que ces lettres et autres mémorandas se sont malheureusement parfois retrouvées sur les réseaux sociaux avant même que le principal concerné n'en soit informé. Ce qui, d'après Paul Atangandi, ne saurait relever de l'acceptable, surtout au regard de tout ce que le président fait pour eux au quotidien pour améliorer leurs conditions
de travail auprès de leurs administrés. Il s'agit notamment d'un revenu mensuel, leur prise en charge dans les instances de décision telles que les conseils régionaux. Ils ne sont pas interdits de critique, bien au contraire. C'est d'ailleurs en croire le MINAD, le sens même de la démocratie tel que voulu par le chef de l'État. Mais ces critiques ne devraient pas se retrouver dans la rue. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'administration territoriale a tenu à revenir sur le rôle des chefs traditionnels. À ce titre, il a tenu à leur rappeler qu'ils sont des acteurs du développement. De ce point de vue, leurs idées, leurs actions doivent porter sur le sens du développement de leur localité, ce qui passe notamment par l'agriculture. Ils doivent faire preuve de neutralité, de conciliation, de sagesse. Il a souligné que les chefs traditionnels doivent accompagner le gouvernement et non de critiquer la gestion des affaires de la cité. Doit-on croire, au regard de tout ce que Paul Atangandi a souligné, que les chefs traditionnels sont astreints de tout débat politique? La question est diversement interprétée au sein de la société. Il ne reste plus qu'à espérer que cette séance de travail vienne aplanir les divergences entre l'administration centrale et ses auxiliaires. La ville balnéaire a reçu le week-end dernier des membres du gouvernement, des opérateurs économiques, les parlementaires, les autorités administratives traditionnelles et autres invités de marque de tout ce beau monde est venu assister à l'inauguration d'une unité d'assemblage des équipements et matériels du génie civil dans la zone industrielle du port autonome de Kribi. Lestine Fumba. La ville balnéaire a reçu le week-end dernier les membres du gouvernement, les opérateurs économiques, les parlementaires, les autorités administratives traditionnelles et autres invités de marque venus assister à l'inauguration d'une unité d'assemblage des équipements et matériels du génie civil dans la zone industrielle du port autonome de Kribi. Pendant le discours inaugural, le ministre des Transports publics, Emmanuel Nganou Djoumissi, représentant du président de la République Paul Biya pour cette occasion, a laissé entendre que l'avènement de cette usine d'assemblage est une réponse aux besoins des collectivités territoriales décentralisées en matière d'équipement de génie civil. C'est également un levier décisif de la concrétisation de la décentralisation en matière de travaux publics. Au total, c'est plus de 2 milliards de francs CFA d'investissement qui a servi à mettre sur pied cette unité d'assemblage de machines qui aujourd'hui est la toute première dans la sous-région d'Afrique centrale. Cette unité qui permettra dans un premier temps de construire 250 machines par an pour équiper les opérateurs du Cameroun et d'Afrique centrale est le fruit d'un investissement privé de la société Trentafrique Équipement, filiale du groupe Optor. En choisissant d'implanter cette entité à Kribi, vous contribuez à réaliser la vision d'un homme, son Excellence Paul Biya, de la communauté des affaires et du peuple camerounais dans l'affirmation de la stratégie d'import-substitution. Je demande aux investisseurs privés de continuer à faire confiance au Cameroun, de poursuivre la mobilisation de leurs capitaux et les recycler au Cameroun. Cette terre paisible, cette terre d'opportunité, cette terre stable, a laissé entendre le ministre des Transports publics. Il a également réitéré aux responsables de Trentafrique Équipement qu'ils ont l'onction du président de la République. Pour Tarafa Marouné, PDG du groupe Opté, le Cameroun reste l'un des principaux pays d'activité et il continuera d'accompagner les opérateurs dans tout le chantier, peu importe le statut. Et garde cette volonté de poursuivre ce partenariat entre Trentafrique et le Cameroun durablement. Alain Diffonier, PDG Trentafrique Afrique centrale, a tenu à préciser que sa structure dispose également dans la ville de Kribi d'un centre de formation technique pour les chauffeurs et techniciens camerounais et Trentafrique Équipement qui forme déjà près de 1500 personnes par an souhaite augmenter le volume d'heures de formation dispensées. Avec la venue de cette unité d'assemblage des équipements et matériels de génie civil, le Cameroun confirme une fois de plus son rang de leader dans la sous-région CEMAC. Après 11 jours passés en résidence surveillée, l'opposant Bobby Wine, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle en Ouganda, est libre. La haute cour de justice de ce pays a donné l'ordre alors que l'opposant était interdit de sortir de son domicile depuis le 14 janvier dernier en République centrafricaine. Le gouvernement a annoncé hier avoir neutralisé 44 combattants rebelles. L'annonce a été faite sur le compte Facebook du gouvernement qui s'est également félicité de cette action. Thierry Blanchard-Son. En République centrafricaine, c'est près d'une cinquantaine de combattants rebelles que le gouvernement a affirmé avoir délogés dans la ville de Boyali qui tentaient de bloquer l'accès vers la capitale. C'est dans un communiqué publié sur sa page Facebook que le gouvernement centrafricain a revendiqué la neutralisation de quelques 44 rebelles, dont plusieurs mercenaires tchadiens, soudanais et peuls. D'après le même communiqué, 3 prisonniers auraient été amenés dans la capitale
après l'opération des forces armées centrafricaines avec le soutien des soldats rwandais et russes. Le gouvernement, qui s'est réjoui de cette action, a félicité l'offensive des forces gouvernementales. Si jusqu'ici les rebelles ne se sont pas suffisamment rapprochés de la capitale Bangui, il reste néanmoins que leurs exactions dans les localités périphériques agacent le pouvoir en place. Ils se sont notamment concentrés sur les routes qui mènent au Cameroun et tout récemment, ils ont fait des victimes dans les rangs des transporteurs lors d'une attaque d'un convoi de camions. Ces attaques sur les 3 principales routes menant au Cameroun pourraient viser l'asphyxie du pays qui reçoit beaucoup de vivres et marchandises par ces voies. En Ouganda, la justice a mis fin à l'assignation à résidence de Bobi Wine. Depuis le 14 janvier, des soldats et policiers étaient postés autour du domicile de l'opposant, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, empêchant toute entrée ou toute sortie de sa résidence. 11 jours après le début de ce siège, la Haute Cour de justice a ordonné aux forces armées d'y mettre un terme. La semaine dernière, l'ambassadrice des États-Unis en Ouganda avait tenté, sans succès, de rendre visite à l'opposant ougandais qui, jouant au téléphone, avait affirmé ne plus avoir de nourriture. Il avait également appelé le monde et les citoyens du monde à l'aide. Championnat d'Afrique des Nations de football, finalement l'histoire des quarts de finale du CHAN au Cameroun se fera avec les 2 Congos. Les 2 formations ont obtenu leur ticket à l'issue des rencontres très disputées. Le point de la journée d'hier avec Savior Ngassa. Le groupe B du CHAN a rendu son verdict hier lundi avec une grosse sensation à la clé. Vainqueur en 2014 et considéré comme l'un des favoris de la compétition, la Libye en effet a été éliminée par le Congo-Brazzaville qui se qualifie grâce à sa victoire 1-0, but signé Gautran Gwenimba à la 49e minute. Dans l'autre rencontre au programme de la journée, entre la République démocratique du Congo et le Niger, décimé par le coronavirus et mis en danger à 2 reprises d'entrée de jeu, suite à des pertes de balles, les Léopards A' étaient tout heureux d'ouvrir le score à la 27e minute sur une tête rageuse de Kabangou après un centre de Baka. 73e minute, le Congo se fait rattraper au score grâce à une tête de Mossi sous la menace d'un but qui aurait pu les éliminer et inquiet sur plusieurs incursions adverses. Les hommes de Florent Ibenge obtiennent la délivrance suite à une énorme bourde du gardien nigérien. Massassi double la mise. Score final 2-1. Dur pour le MENA du Niger qui prend la porte après avoir montré de belles choses dans la première phase de cette compétition. Côté classement, la République démocratique du Congo fait la plus grosse gueule dans cette poule avec 7 points, suivi du Congo-Brazzaville 4 points, tous 2 qualifiés, la Libye 3e 4 points et le Niger 2 points. Ce qui nous offre 2 demi-finales samedi prochain entre le Cameroun et la République démocratique du Congo à Douala et le Congo-Brazzaville qui sera face au Mali. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Nous disons également bonsoir, un bonsoir tout à fait particulier à toute la communauté de malentendants de sourds qui suit avec beaucoup d'intérêt les sessions d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Nous disons également à notre collaborateur Benjamin Boum tous nos remerciements. Madame, Monsieur, retrouvons-nous demain quand il sera exactement 20h. Bonsoir.